Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode de 50% Matos, toujours Salut avec Damien, Douglas. salut tout le monde. Aujourd'hui, on a un planning ultra chargé, franchement, avec des articles que je trouve super intéressants. On va notamment évoquer le fait que quelqu'un se fait voler sa photo et est condamné à payer le voleur. Et on aura Joël Verbruge pour parler de ça. Et ensuite, il y aura un article aussi sur lequel on débattra un peu, notamment autour de la photo animalière. Est-ce que c'est tous des tricheurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut condamner ou est-ce que c'est quelque chose qui est normal? On en parlera dans un focus. Et on va commencer par les mises à jour parce qu'il y a des constructeurs qui font des mises à jour. Ah, direct, tu tacles direct. Effectivement, on va s'appuyer sur un article de Phototrend qui parle de la mise à jour du G9.2 qui vient de sortir avec l'apparition sur le G9.2 de la vidéo RAW en HDMI avec la mise à jour 2.0. En gros, la mise à jour va permettre de récupérer, de pouvoir enregistrer en RAW depuis la sortie HDMI en externe. Cette mise à jour apporte au G9 la dernière fonction qui restait exclusive au GH6 avec une question directement en intro de l'article de Phototrend qui est tout à fait légitime, qui se demande si le roi du micro 4 tiers, donc le GH6, a définitivement perdu sa couronne. Ouais, et puis c'est cool de voir une marque qui fait évoluer le boîtier et on va en parler juste après parce qu'évidemment, on va tacler Sony qui le mérite. Mais c'est cool de voir une marque qui ajoute des choses qui sont pas juste du détail, qui sont pas juste une grille et pour lequel c'était pas vraiment annoncé. Et puis c'est gratuit, donc voilà, je trouve que c'est cool. C'est vrai que j'attends moi toujours, et je leur ai dit d'ailleurs pas plus tard qu'hier, que moi j'espérais que le S5 II allait être mis à jour avec l'autofocus du G9 II. Allez, on enchaîne avec les mises à jour, avec Nikon cette fois-ci, qui sort une mise à jour sur le ZF et le ZF-C, avec deux améliorations majeures. La première sur le ZF, possibilité sur le ZF du coup de pouvoir lire directement les slow motion sur l'écran. On va avoir également la mise à jour sur le ZSC. Donc là, pour le coup, ça concerne plus la batterie. Donc une nouvelle norme de batterie. On passe en EN25A. C'est quelque chose que Nikon fait souvent. Ils l'ont fait sur toutes les batteries, sur les ENEL15 qui ont eu des versions A, B, C. Là, en l'occurrence, sur la version A, on a une augmentation de capacité de 10%. Et donc, on y arrive. Sony propose une mise à jour, mais restez bien assis sur votre chaise parce que c'est une mise à jour qui importe des grilles personnalisées, donc quelque chose qu'on pourrait dire, c'est microscopique en termes de mise à jour. On vient de parler de quelqu'un qui ajoute la sortie RAW sur du HDMI. Là, on parle juste de grilles personnalisées. Sauf qu'ils ont décidé de la faire payer. C'est une mise à jour qui sera disponible à partir du mois de mars 2024 pour $150. Alors certes, elle est complète, c'est-à-dire que on a plein de formats particuliers. On va pouvoir importer ses propres formats. Ici, en l'occurrence, on peut voir quelqu'un qui fait de la photo scolaire ou de la photo d'identité, quelqu'un qui fait des photos de groupe dans le sport ou de la photo dans des parcs à thème. Voilà, clairement, on va pouvoir mettre toutes les grilles qu'on a besoin. C'est un bon outil. C'est quand même un peu décevant pour pouvoir mettre 3 PNG à l'intérieur du boîtier et avoir ces grilles-là, de devoir payer $150, surtout quand on a l'historique de Sony de justement pas faire de mise à jour. C'est quand même un pied de nez en disant non seulement on fait pas de mise à jour, mais maintenant les petites mises à jour elles vont être payantes, même en termes de marketing. Je suis pas sûr que ça soit extraordinaire. Mais bon, écoutez, en tout cas, c'est la news. Pour le moment, cette mise à jour sera uniquement disponible pour les utilisateurs américains. Donc effectivement, très très étonnant comme stratégie. Effectivement, ça pose question. Et un autre truc rigolo, c'est que c'est $150 par boîtier. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel et que vous avez 3 boîtiers, il faut payer 3 fois. On va parler d'une entreprise qui s'appelle Lance Rental. Moi, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien parce que en fait, c'est le plus gros loueur des États-Unis. Et en fait, à ce titre-là, ils vont acheter 1070-200 de chaque marque et compagnie. Et ils ont toujours des statistiques qui sont intéressantes. Moi, j'aimais bien. Ils ont un autre rapport dans lequel ils donnent les statistiques, par exemple, de variabilité entre les objectifs. Je me souviens qu'à un moment donné, ça avait fait beaucoup parler parce que sur certains 70-200, on prenait 100 exemplaires et la variabilité entre les 100 exemplaires était vraiment, pour une marque, beaucoup plus large que pour d'autres marques. Là, aujourd'hui, on les cite pour un rapport qui est plus différent, un peu pour savoir lesquels matériels a été les plus loués de l'année. En l'occurrence, cette année, c'est Canon qui a été la marque la plus louée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'appareil le plus loué par Lance Rental aux États-Unis cette année, c'est le Canon R5, alors même que c'est un boîtier qui, entre guillemets, et pas vraiment de l'année. Je crois qu'il a 3 ans révolu. Il n'y a pas eu spécialement de mise à jour, mais c'est toujours aujourd'hui le boîtier le plus loué chez Lance Rental. L'autre truc qui trouve étonnant, c'est que le Canon R6,
lorsque le Mark II est arrivé, est sorti du top 20 des boîtiers les plus loués, sauf que le Canon R6 Mark II n'a pas comblé le vide laissé. Donc, il n'y a pas de R6 ni de R6 Mark II dans les boîtiers les plus loués de l'année. Il y a RED aussi, qui a été éjecté en dehors du top 20 des caméras les plus louées. Et en fait, RED est tombé parce que c'est la FX6 de Sony et la Canon C70 qui, eux, sont rentrés dans le top. Donc en fait, c'est ce qu'on voit. Hein. On a aujourd'hui des caméras qui sont de plus en plus abordables, mais qui sont de plus en plus performantes. Et c'est clair que les gens, ils se disent finalement, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller louer une RED. Il y a une autre chose qui est un peu étonnante aussi dans leur rapport, c'est que en fait, il n'y a pas de Z8 et il n'y a pas de Z9 non plus à l'intérieur du rapport. Donc c'est vrai qu'ils disent que Nikon est assez peu loué finalement aux États-Unis. Et en fait, la monture Z de Nikon représente que 3,5% de toutes les locations d'objectifs. Donc c'est vrai que ça fait pas lourd pour Nikon. Enfin, et c'est pour aussi dire, tout ça c'est assez subjectif, ça concerne uniquement la location aux États-Unis, donc il faut pas y voir un message plus large que ça. En tout cas, ils s'aperçoivent que c'est surtout pour des tournages de vidéos qu'a priori des boîtiers sont loués aux États-Unis. Et donc, dans les top 20, on y retrouve le A7S III, la FX3, la FX6 dans les appareils les plus loués, et on retrouve l'A7 IV qui est quand même un des best-sellers de chez Sony, qui est plutôt orienté photo. Lui, il est que 18e dans le classement. Donc voilà, un classement qui est principalement, visiblement, le marché de la location est visiblement drivé par plutôt les vidéastes, quoi. Il faut voir la location comme un marché complètement différent de l'achat de matériel. Aujourd'hui, les gens qui vont louer du matériel sont plutôt effectivement, comme le dit l'article, et là pour le coup, je pense que le marché en France est exactement le même, sont plutôt soit des sociétés de production audiovisuelle, soit des petits filmmakers qui vont louer du matériel pour des projets parfois ponctuels. Et donc c'est aussi pour ça que on voit Canon qui est quand même très largement au-dessus, parce que les gens dans la location, ils cherchent des produits fiables. Ils cherchent pas forcément la dernière nouveauté, le dernier produit sorti. Ils cherchent des produits qui sont costauds, qui ont fait leurs preuves, dont on sait qu'ils fonctionnent bien. Donc moi, ça m'étonne pas de voir le R5 en tête. Malgré ce qu'on peut penser, je pense pas qu'il y ait un vrai marché et un vrai business de location autour de avant d'acheter mon produit, j'ai envie de le louer pour voir si je suis content. Bien sûr qu'il y en a un petit peu, mais pour moi, c'est une toute petite partie du marché. Et j'en parlais avec mon ami Albert Pilzer de SOS Ciné, qui est un loueur parisien, j'en parlais hier justement, concernant les FX3. Il me disait, cette semaine, si j'avais eu 20 ou 30 FX3 à dispo à la location, je les aurais loués tous les jours. Et l'article termine en disant que Canon représente 37% des locations et Sony 20%. Et c'est aujourd'hui les deux plus gros. On va maintenant passer sur un autre article, juste pour une news rapide, juste pour dire qu'il y a une carte micro SD. Donc vous savez, c'est les toutes petites cartes qu'on utilise notamment pour les drones ou pour les petites caméras de poche, de 1,5 Tera. Donc on est capable maintenant dans une micro SD de stocker un volume de données absolument énorme. Alors c'est pas les vitesses les plus rapides, puisque on parle d'un débit d'environ 150 MO par seconde. Mais on est capable déjà de faire beaucoup de choses avec ce genre de carte, et ça ne coûte entre guillemets que 176 €. C'est vraiment quelque chose que je dis aux gens qui sont dans mes formations tout le temps. Le stockage est devenu extrêmement abordable. Allez, on reparle du Sony A9 III. Vous savez, on l'a utilisé brièvement quand il a été annoncé, mais c'est un boîtier qui arrive encore au mois de février ou au mois de mars. On ne sait pas exactement. On commence à avoir les premiers avis. Là, en l'occurrence, c'est un avis de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tester des appareils. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est intéressant, parce que c'est un photographe de concert professionnel qui suit des gros groupes dans des grosses salles, qui a vraiment l'habitude de faire ce genre de choses-là. Il a eu l'occasion d'essayer un Sony A9 III, et donc son retour est quand même assez intéressant. En l'occurrence, ce qu'il dit, c'est que notamment quand on veut faire des photos de grands batteurs, là il parle d'un batteur que moi je connais pas, Carter Beaufort, qui est a priori un des plus grands batteurs au monde et qui va extrêmement rapidement avec les baguettes. Il n'y a aucun obturateur électronique au monde aujourd'hui qui est suffisamment rapide pour figer sa batterie, sa baguette en mouvement. Et du coup, il se retrouve obligé d'utiliser des obturations mécaniques, ce qui est pas toujours idéal, notamment parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Et pour la première fois, il a réussi à prendre des photos du batteur sans distorsion. Et on voit bien, on a la première photo ici avec une distorsion assez considérable du bout de la baguette. Et on voit la photo absolument parfaite prise avec le Sony A9 III. Donc là, clairement, on voit l'intérêt
d'un global shutter. Et ce qu'il dit est assez intéressant parce qu'il y a plein d'autres situations en fait dans lesquelles il s'interdisait jusqu'à maintenant de prendre les photos parce que même avec une obturation mécanique, selon certains angles et en multipliant les spots, même des fois avec des spots qui sont latéraux, il arrive à des situations où il sait dans tous les cas que quelle que soit l'obturation choisie, il va avoir du bending et il va pas pouvoir prendre la photo. Et il donne des exemples de clichés qui dit ça n'aurait pas été possible sans l'Alpha 9.3 parce que ces spots-là, il crée des bandes sur tous les appareils photo qu'il avait essayé jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, la 9.3 lui permet de prendre des photos qu'il n'avait jamais pu faire jusqu'à maintenant. Et j'ai pas le résultat au moment où on se parle, mais je suis en train de récupérer mon A9 III et donc de planifier un peu les tests que je vais faire avec. Et j'appelle un copain qui est photographe de moto, Anthony, que vous connaissez probablement, et je lui demande un peu, toi, à quel moment tu te sens limité? Et il me fait la liste de toutes les photos qu'il rêve de faire et que pour l'instant il n'arrive pas à faire avec le matériel actuel parce que il a des bandes et compagnie. On parle de pilote Red Bull et compagnie. Et il me dit ça serait trop bien. On va essayer de faire cette photo là que j'avais échoué avec le Sony A1. Donc on va voir si on y arrive. Mais c'est clairement aujourd'hui ce qu'on attend, je pense, du A9 III, être capable de faire des photos qu'on prenait pas avant. Et en l'occurrence, il a une phrase dans l'article qui est rigolote. Il dit la pré-capture. Je classerai ceci dans les fonctionnalités dont je savais pas avoir besoin jusqu'à ce que je l'essaye. Et ça, c'est ce que je dis régulièrement aussi. La pré-capture, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable parce que en fait, vous déclenchez après avoir vu qu'il se passait quelque chose et vous récupérez les images comme si vous aviez un retour dans le passé. C'est trop bien. Et là, en l'occurrence, il disait, oui, ça lui permettait de déclencher quand il savait qu'il y avait une expression ou une mimique ou que le chanteur ou que les musiciens avaient fait quelque chose et de récupérer des photos qu'il n'aurait pas eues sans la pré-capture. Donc, je le comprends vraiment à fond. Par contre, il est honnête aussi, et c'est ça qui est intéressant dans l'article. Lui, il dit, moi, les 120 images par seconde, j'en ai pas vraiment besoin en photographie de concert. Il l'a essayé juste pour voir. Et il en a conclu que, par exemple, quand on photographie un guitariste, il se rendait pas compte à quel point les doigts de la main bougeaient aussi vite, en fait, et l'ampleur des mouvements du poignet lorsqu'il jouait. Donc, c'est vrai qu'il arrive à détailler ça avec 120 images par seconde et à voir finalement des micro-mouvements qu'avant, on voyait pas vraiment. Mais pour autant, en photographie de concert, c'est pas là où le A9 III brille. Allez, on parle produit, une nouveauté assez intéressante, une collaboration entre un créateur de contenu suédois qui s'appelle Peter Lindgren, qui est un Suédois avec une chaîne à plus de 600 000 abonnés, qui a fait une collab. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues notamment avec Polar Pro et des associations avec Peter McKinnon. Ils ont co-créé un produit qui est plutôt intéressant. C'est, on va dire, un boîtier de chargement pour batterie qui existe du coup en Sony, en Canon, en Nikon, qui permet de mettre 3 batteries en même temps. Ça se branche ça se recharge en USB-C et du coup, on a possibilité en mettant les 3 batteries à l'intérieur de recharger en même temps les 3 batteries. Ce qui est pas mal également, c'est que ça sert aussi d'étui de rangement. On a du SD, on a de la CF Express, on a de la micro SD également et on a du coup 3 slots pour la batterie. Donc à mon avis, ça doit être la FZ100 chez Sony, la LPE6 chez Canon et la ENEL15 chez Nikon. Et c'est vrai que c'est un produit qui est plutôt malin à toujours avoir dans son sac pour d'une part stocker les batteries, pouvoir les recharger et avoir ses cartes directement à dispo. Ça me fait un petit peu penser aussi à un produit qui a sorti PGYTech, dont d'ailleurs Maxime de Pile et Face on a rapidement on a parlé dans une vidéo très récemment, qui est un produit, donc en fait c'est un étui de cartes dans lequel on va pouvoir mettre tout un tas de cartes et qui permet de servir également de lecteur. Allez, un mot sur les Petapixel Awards. Vous savez, c'est la fin de l'année, tout le monde est en train de dire les coups de cœur et les déceptions un peu de l'année. D'ailleurs, je vais aussi jouer le jeu en fin de semaine. Et en l'occurrence, juste pour aller très très vite, ils ont élu la Blackmagic Camera App logiciel de l'année. On verra que ça a des répercussions énormes tout de suite. On en parlera tout à l'heure. Ils ont mis zoom de l'année, le Tamron 70-180 G2. La focale fixe de l'année, le Sigma 14 mm 1.4 DGD-N. Et là, je vais vous le dire honnêtement, moi c'est l'inverse. Je l'ai mis plutôt en déception de l'année. Je vais être honnête encore une fois. Et caméra de l'année, Nikon Z8. Et là, pour le coup, je suis exactement en phase avec eux. Moi, j'aime bien ce que fait Marquis Brownlee. Lui, chaque année, il fait ce qu'il appelle un test des caméras des smartphones à l'aveugle. Et il a créé un site web, en fait, et c'est le public qui vote
pour lesquels sont leurs préférés. Et à la fin, lui, il fait une synthèse forcément. Avec sa taille, il a des millions de votes. Et en fait, il a un site où on vote. En fait, on a la possibilité de lui dire est-ce qu'on veut des photos standards, entre guillemets, de la basse luminosité ou axées plutôt sur le mode portrait des caméras. Et ensuite, il vous présente la même photo faite avec 20 caméras différentes. Et il y a tout un système de vote qui est un peu long, mais qui vous permet en fait d'élire avec le plus de fiabilité possible laquelle des caméras est votre préférée. Et j'ai pas les moyens aujourd'hui de le faire, mais je rêverais finalement que on arrive à faire ça une fois par an aussi dans le domaine des appareils photo et qu'on fasse les mêmes photos avec, je sais pas, une sélection de 10 appareils photo et qu'on puisse faire voter les gens. Ce qui conclut l'actu matos, et on va maintenant parler du gros sujet de l'épisode où le volé est condamné à payer le voleur, et on accueille Joël Verbruge pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Joël, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Damien, bonjour Douglas, de rien, avec plaisir. Bonjour Joël. Alors aujourd'hui, une affaire assez étonnante. Donc je me suis basé sur un article qui est paru dans altermidi.org concernant les déboires d'un photographe. On me vole une photo, je suis condamné à payer 3 000 € à l'emprunteur. Et pour vous donner le contexte, on est au niveau du théâtre de Rungis, qui a utilisé la photo du photographe Michel Cavalca afin de réaliser une bâche de très grande dimension qui a été placée sur le théâtre pour illustrer la saison 2020-2021. Le seul problème, c'est qu'ils ont omis de rémunérer le photographe, ni d'ailleurs de lui demander son autorisation. Et cette affaire-là, évidemment, a pris la direction du tribunal. Donc, juste pour rentrer dans le détail, la fin de cette affaire-là, c'est la condamnation du photographe à qui on avait volé la photo à payer 3 000 € au théâtre de Rungis sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Et la question qu'on se pose, c'est comment on a pu en arriver là. En l'occurrence, l'histoire, elle commence quand le photographe, j'imagine même pas la tête qu'il a dû faire quand on le prévient que sa photo, je sais pas la taille de la photo, mais ça recouvre entièrement le théâtre de Rungis. Et en l'occurrence, il décide de mettre en demeure par lettre recommandée de démonter la bâche et de lui verser 4 000 € de dommages et intérêts. Ça, c'est ce qu'il demande auprès du théâtre. Le théâtre s'exécute, démonte la bâche, mais il propose une indemnisation de 1 500 €. Et tout par-delà, l'un demande 4 000, l'autre propose 1 500. Il refuse, il estime que 1 500, c'est vraiment pas suffisant. Et donc, il décide de faire confiance à la justice et il porte l'affaire devant les tribunaux, sauf que les tribunaux... alors, moi, je ne comprends pas bien, parce que là, on est sur un concept d'originalité, et c'est pour ça que j'ai invité Joël, parce que Joël, elle a fait un ouvrage, l'originalité en photo et en vidéo. Donc, elle a un livre dont je mets le lien en description qui parle de ça. Parce que moi, c'est un concept dont j'avais jamais entendu parler, mais a priori qui fait jurisprudence sur énormément de cas devant les tribunaux, et donc il est important de le connaître. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Joël ? Oui, écoute, je dirais qu'à la rigueur, c'est un peu normal que tu n'en aies pas entendu parler, en tout cas si tu lis les textes de loi, parce que la condition d'originalité, elle figure pas dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc c'est une création des juges depuis plusieurs décennies, qui peut-être lassés d'être submergés de dossiers, ont commencé à exiger que l'auteur, quel qu'il soit, que ce soit un peintre, un sculpteur ou un photographe ou autre, ou un écrivain même, l'auteur démontre l'originalité de son œuvre s'il veut obtenir une protection par le droit d'auteur. Alors, il ne doit pas le faire systématiquement, c'est-à-dire que si la personne qui l'attaque, donc ici par exemple le théâtre de Rungis, ne conteste pas l'originalité de l'œuvre, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais dès le moment où la partie poursuivie va dire non, mais votre œuvre n'est pas originale, eh bien, il va y avoir un débat. Et pour l'instant, dans l'état actuel du droit, et on verra après comment ça peut évoluer, pour l'instant, c'est à l'auteur, donc ici le photographe, de démontrer en quoi il a mis, et c'est le critère, je le mets entre guillemets, l'empreinte de sa personnalité dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire ouais voilà, j'ai fait un cadrage comme ça, j'ai ouvert mon diaphragme à 2,8 parce que je voulais un peu de bokeh derrière et j'ai cadré horizontal de telle manière. Ça, c'est une description technique. Lui, il a besoin de dire de quelle manière il a mis un peu de lui dans cette œuvre. Par exemple, j'ai utilisé le fond parce que j'estimais que ce personnage-là était un peu plus important, donc j'ai fait la mise au point sur lui. Pourquoi j'ai attendu que telle personne soit hors du cadre, ou pourquoi j'ai cadré comme ça, ou un peu en diagonale, etc. C'était pour susciter telle émotion. Donc, il doit vraiment montrer en quoi il a mis son âme de créateur humain
dans la photo ou dans n'importe quelle autre œuvre. Et le problème de ce critère, tu le comprends très bien, c'est que c'est très subjectif. C'est-à-dire que d'un côté, on a le code de la propriété intellectuelle qui dit, dans d'autres articles, que toute œuvre est protégeable, qu'elle est protégeable du seul fait de sa création. Ça, c'est textuellement dans la loi. Pour conclure à l'originalité de sa photographie, monsieur fait valoir que le choix du moment de la prise de vue lui est très personnel. Il indique qu'il a voulu montrer la symétrie de la scène et l'agencement parfait des pièces d'un jeu d'échecs et indique avoir choisi de se placer face à la scène et utiliser un zoom 24-70 réglé à 41 mm pour garder la rectitude de la scène. Il ajoute avoir travaillé en mode manuel avec une vitesse de vue d'un 80e de seconde, permettant de figer le mouvement des danseurs et une ouverture de 6.3 pour la netteté des danseurs. Il explique avoir choisi un recadrage panoramique, etc. Et il y a un paragraphe qui fait une dizaine de lignes. Moi, ça me paraît pas mal comme explication. Ouais, parce que dans l'article là, ils mettent que le photographe échoue à démontrer l'originalité de la photographie, que le tribunal observe que s'agissant d'un cliché pris lors d'un spectacle de danse, il n'a pas eu la maîtrise ni de la mise en scène, ni des décors, ni des costumes, ni de la lumière, que la photo a été prise sur le vif sans qu'il n'ait la maîtrise de la pose ni de l'expression des danseurs pris à l'instant de la photographie et qu'il en résulte que la photographie litigieuse n'apparaît pas protégeable par le droit d'auteur, de sorte que les demandes fondées sur la contrefaçon ne peuvent être que rejetées. Alors que dans ce bouquin-ci, j'ai des décisions, et j'en ai même après, postérieurement au bouquin, où des photos prises sur le vif ont bien été considérées comme originales. Il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'était une affaire concernant une photo de Jimi Hendrix. C'est une vieille photo de Jimi Hendrix qui avait été récupérée par un vendeur de cigarettes électroniques, et Jimi Hendrix fumait sur la photo, et le fabricant de cigarettes électroniques avait remplacé la vraie cigarette par une cigarette électronique, évidemment. Et le photographe, qui est un photographe anglais, si je me rappelle bien, avait assigné le fabricant de cigarettes électroniques en disant, attendez, contrefaçon. Moi, la question que je me pose, c'est, là, on parle de la danse, mais moi, par exemple, je suis principalement photographe de paysages et animaliers. Quand je fais la photo d'une paysage, autant dire que j'ai pas dit que le soleil était là, qu'il faisait machin. Non, mais tu composes ta photo. Est-ce que toutes les photographies de paysages, finalement, quelqu'un peut nous les voler et dire, votre photo, elle est pas originale? Non, parce que tu auras, quel que soit le sujet de ta photographie, paysage, sport, spectacle, ce que tu veux, ce sera à toi, toi, t'as mis l'empreinte de ta personnalité dans ta photo. Et j'ai eu une affaire comme ça pour un photographe de paysage justement qui était à Arcachon, et on a plaidé sur l'originalité. Et je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de problème parce que l'autre a fait du barrage, mais la photo a bien été déclarée originale. C'est en ça où c'est un peu, je trouve que c'est un petit peu complexe. Alors, je me mets vraiment à la place d'un photographe, d'un passionné et de quelqu'un qui n'est pas du tout expert en droit, mais c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment en fait très aléatoire en fonction de l'appréciation des juges. Malheureusement, c'est pas une impression. Il y a une grosse partie sur la façon d'argumenter, mais il reste un aléa. Et pour moi, cet aléa, je vais même vous expliquer après au niveau technique. Il dépend en fait de la fibre artistique du juge. Il dépend peut-être de sa sensibilité à l'art, etc. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Soit on tombe sur quelqu'un qui va être sensible à tout ce qu'on va essayer d'étayer et de démontrer, soit on tombe face à quelqu'un à qui ça ne parle pas. Et du coup, derrière, au final, il ne retiendra peut-être pas l'originalité. Le seul fait que ça ne parle pas au juge ne peut pas suffire, puisque précisément le code de la propriété intellectuelle lui dit que l'œuvre est protégeable, quel que soit son mérite ou sa destination. Son mérite, c'est sa qualité, en fait. Donc, ce n'est pas au juge à se faire critique d'art dans la loi, et pourtant, en fait, ça arrive qu'il le fasse. Et c'est ça qui est très difficile. Ouais, juste pour donner le contexte, il n'a pas fait appel parce qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire appel. Donc, et comme il avait déjà été condamné à payer 3 000 €, c'est aussi s'il perd en appel et que ça lui coûte 6 000, à un moment donné, justement, le contact commun que j'ai, donc la personne de cette association-là m'a dit que jusqu'à présent, il savait pas si le théâtre de Rungis allait réclamer les 3 000 €. Et apparemment, oui, ils viennent d'envoyer un huissier pour qu'il paye les 3 000 €. Et c'est pour ça, justement, que ça prend une ampleur qui risque de quand même faire mal au théâtre de Rungis parce que c'est très médiatisé. Et qu'ils ont décidé, justement, d'en faire un peu un exemple en disant, écoutez, je serai encore une société, etc. On dit pas. Mais là, c'est un théâtre qui est censé faire vivre les artistes, les défendre. Vous savez très bien qu'il existe des droits d'auteur. Ouais, l'article précise que ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le photographe de l'année 2018, catégorie spectacle. Quand je reviens sur l'obligation que ce soit le photographe qui prouve l'originalité,
d'emblée, dès le début de la procédure, ça va peut-être changer. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de loi qui a été ou qui va être déposée, je ne sais plus où elle en est, qui vise à renverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce serait, dans notre hypothèse, celui qui a contrefait les 350 photos dans mon exemple de tout à l'heure, qui devrait lui-même commencer les hostilités en disant cette photo-là n'est pas originale parce que. Donc commencer la description. Mais ça va pas résoudre tous les problèmes. Ça va aider un petit peu et ça va peut-être décourager les voleurs de photos, les contrefacteurs, de partir tout de suite sur le terrain de l'originalité pour gagner du temps et pour épuiser l'autre financièrement. Mais ça n'empêchera pas le débat. Bon, bah écoute, merci beaucoup Joël de nous avoir éclairé sur Merci beaucoup, Joël, l'originalité c'était des photos. J'espère que super la loi intéressant. évoluera. Mais je crois qu'elle évoluera, mais si c'est juste pour renverser le sens de la preuve, c'est bien, c'est utile, mais pour moi, c'est pas suffisant. Bah écoute, continue de faire ce que tu fais parce que c'est génial Bravo. de lier le juridique et la photographie. Merci beaucoup. Merci De rien, beaucoup, à Joël. bientôt. Et dans le non-mato, justement, on recommence avec un problème légal, mais cette fois-ci pas en France puisqu'on est au Canada. C'est un article de Petapixel. Comment un photographe a raté 8 millions de dollars pour ce portrait d'un crypto-milliardaire. Bon, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est quelqu'un qui va créer l'Ethereum, donc une crypto-monnaie qui est devenue ultra célèbre depuis, qui à l'époque était complètement fauché et cherchait quelqu'un pour lui tirer le portrait. Il se met d'accord avec un photographe qui en gros prend tous les frais à son compte, c'est-à-dire que c'est le photographe qui paye le dîner, qui paye l'assistant photo, qui paye le maquilleur et qui en gros prend à peu près 1200 $ canadiens de frais à sa charge pour pouvoir faire le portrait de quelqu'un qui allait créer une nouvelle technologie, quoi. En gros, hein, je fais simple. Et à l'époque, il n'avait pas du tout les moyens de payer celui qui était en train de créer l'Ethereum. Et l'idée, c'était de dire que il allait payer le photographe en devise Ethereum. À l'époque, ça ne valait absolument rien. C'était quelque chose qui avait même pas été lancé. Franchement, ça allait pas chercher très loin. Et en l'occurrence, le prix de l'Ethereum à l'époque, c'était 0,31 $. Donc franchement, pas grand-chose. Le problème, c'est que aujourd'hui, ça vaut 8 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui, au cours de l'Ethereum d'aujourd'hui. Donc forcément, là où probablement qu'à l'époque, il a pas fait une histoire de tout ça, aujourd'hui, ça fait 1200 $. Bon, ça fait chier, mais on survit. 8 millions de dollars, c'est vrai que ça commence à être plus compliqué à accepter. En l'occurrence, apparemment, l'accord, c'était que, bon, ok, on fait la séance portrait entre nous, mais si tu l'utilises pas trop, c'est pas grave. Par contre, si tu l'utilises à des fins commerciales, là, il faudra me payer en Ether. Donc, le photographe a estimé que finalement, il n'avait pas trop utilisé parce qu'il n'a pas été payé, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que lorsqu'il a lancé la crypto-monnaie, en fait, c'est la photo qui a été utilisée commercialement absolument partout. C'est la photo qui a été utilisée dans tous les articles de presse, dans tous les mèmes, dans tous les fan art et même pour toutes les NFT qui ont été attribués aux créateurs de l'Ethereum. Et du coup, là, c'est plus la même histoire parce que en gros, il a fait un portrait qui a été vraiment utilisé, qui a eu probablement un impact positif lors du lancement de l'Ethereum et il n'a pas été payé. Et aujourd'hui, vu le succès de l'Ethereum, ça fait 8 millions, c'est quand même un peu embêtant. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrat dans cette histoire. C'est un truc, un accord entre guillemets entre amis, sauf que quand le business passe par là, il n'y a plus d'amis qui tiennent. Aujourd'hui, en l'occurrence, le crypto-milliardaire ne lui répond plus du tout. Donc, il n'y a plus aucune liaison, plus de son, plus d'image. Et le truc à savoir, et ça explique aussi pas mal de choses, c'est que au Canada, le photographe n'a jamais émis de facture parce que dans la loi canadienne, ça l'obligerait à devoir déclarer immédiatement le revenu et à payer l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les ventes qu'il ait reçu le paiement ou non. Et on comprend bien que sur 8 millions de dollars, aujourd'hui, payer des impôts sur ça alors que vous n'avez pas été payé, c'est quand même un petit problème. C'est le portrait qui aurait pu valoir 8 millions de dollars. Ouais, c'est une histoire de plus dans des anecdotes autour de la crypto-monnaie. C'est vrai qu'effectivement, il aurait pu, on peut rediscuter il aurait dû peut-être se protéger, plutôt y faire un écrit, quelque chose comme ça. Mais effectivement, il y a quelques années, personne n'aurait pu parier la valorisation en fait de cette crypto-monnaie-là. Et ça me fait penser à un gars qui avait du Bitcoin et qui un jour commande des pizzas et puis a payé ses pizzas en donnant un Bitcoin, je crois. Et du coup,
Ça valait aujourd'hui, je crois que le cours du Bitcoin, il est à plus de 40 ou 50 000 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est des petites anecdotes autour de la crypto-monnaie, et on en entend plein, et voilà, ça fait un lien aussi directement avec la photographie, donc c'est hyper intéressant. Allez, on va parler d'un sujet qui est passionnant, et vous allez voir que là aussi, ça a quand même pas mal de répercussions. Adobe enregistre pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars en un seul trimestre. Donc on se rappelle que Adobe a pris un virage très important quand ils ont arrêté notamment de vendre Lightroom et de vendre Photoshop et de dire maintenant on a un abonnement à 12 €. Ça a été extrêmement critiqué, mais depuis, ils battent record sur record de chiffre d'affaires, et le fait est que ils ont eu raison avant les autres, puisque aujourd'hui tout est à abonnement quasiment. Et on va voir que ça a des gros impacts. Et on a vu toutes les innovations qu'ils ont faites dans Photoshop et dans Lightroom, et je pense que ça va continuer parce que c'est une entreprise aujourd'hui qui va très très bien. Le problème, c'est que la concurrence, elle souffre. Et la concurrence, le premier concurrent, enfin pour moi en tout cas, de Lightroom, c'est Capture One. J'ai été le premier à défendre Capture One à l'époque. Mais là, on voit que depuis 2-3 ans, je leur ai mis quelques tacles dernièrement. C'est plus du tout la même politique commerciale chez Capture One et ça devient vraiment très très compliqué. Et c'est un autre pan finalement qui avait fait le succès de Capture One qui est abandonné, puisque c'est la version Express de Capture One. Capture One Express, c'était quelque chose de génial, puisque ils avaient des accords notamment avec Fujifilm, ils avaient des accords avec Sony. Quand vous achetiez un Fuji ou quand vous achetiez un Sony, vous avez un petit papier à l'intérieur de votre boîtier qui vous disait vous pouvez lire les fichiers RAW de votre boîtier gratuitement avec le logiciel Capture One Express. C'est fini. À partir du 30 janvier 2024, Capture One désactive Capture One Express. Et je dis bien désactive. Ça veut dire que vous ne pourrez plus accéder au logiciel. Si vous avez des photos et si vous avez des développements faits dans le logiciel, au 30 janvier, ça se désactive. Terminé. Et donc, c'est assez violent. C'est pas juste on arrête de le mettre à jour et compagnie. Non, c'est le désactive. Et ça pose quand même pas mal de questions, parce qu'il y a des gens qui ont acheté un boîtier Fujifilm, ont acheté un boîtier Sony, pensaient qu'ils avaient cette licence-là à vie. C'est fini. Et donc, c'est la deuxième fois qu'ils font parler négativement d'eux, puisque au cours de l'année déjà, ils avaient dit que tous ceux qui avaient acheté Capture One avec une licence perpétuelle en imaginant qu'ils allaient avoir les futures fonctionnalités, c'était fini, qu'ils ne feraient plus de mise à jour pour les Capture One à licence perpétuelle, que maintenant, c'était tout le monde à l'abonnement. Et Capture One, c'était un peu le pionnier. À l'époque où Lightroom est arrivé au modèle par abonnement, tout le monde partait sur Capture One en disant c'est Capture One avec sa licence perpétuelle qui a gagné, parce que tout le monde va quitter Adobe. Et à l'époque, c'était vraiment deux mouvements importants, et il y avait beaucoup de gens qui étaient convaincus que tout le monde allait abandonner Lightroom. Et là, on voit que finalement, non, Capture One, ils font juste la même chose que Lightroom, et probablement en pire, parce que leur modèle a varié au fil des années, et ils laissent quand même pas mal de clients là sur la brèche. Et c'est pas les seuls, puisque Luminar fait, en gros, je vous la fais simple, mais Luminar fait exactement la même chose. C'est-à-dire que Luminar, c'est aussi un logiciel avec une licence perpétuelle, et ils n'arrêtent pas de changer. Juste pour refaire l'histoire, Luminar avait lancé Luminar AI en 2020. Ils avaient vendu des licences perpétuelles, et ils avaient, un an après, lancé Luminar Neo déjà à l'époque. Et ils avaient dit, en fait, tous ceux qui ont une licence perpétuelle, le logiciel, il n'existe plus, parce que au lieu de AI, maintenant, on a mis Neo. Et il faut que vous rachetiez une licence de Neo. Donc déjà, à l'époque, ça n'avait pas beaucoup plu. Et là, en fait, ils profitent de l'arrivée de l'IA générative. Donc, vous savez, l'IA générative, c'est quand vous avez une intelligence artificielle qui est capable de générer un bout de votre photo. Rajoute-moi une montagne ici. Ou alors, vous avez votre photo en trop petit et vous avez besoin de l'agrandir. Et il va vous imaginer tout ce qui aurait été autour de la photo. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, ils sont aussi assez forts là-dedans, Luminar Neo. Sauf que là, ils ont dit, en gros, on change notre fusil d'épaule. L'IA générative, maintenant, c'est uniquement par abonnement. Et donc, en gros, ils disent à tous les gens qui achetaient avant des packs d'extension, c'est fini. Les packs d'extension, il n'y a plus vraiment de mise à jour et vous n'aurez pas les prochains packs d'extension. Et tous les gens qui étaient sur une licence perpétuelle, ils auront 2 mises à jour l'année prochaine, mais pas liées à l'IA. Les fonctionnalités d'IA vont être exclusives à l'abonnement, et le but est assez clair. En fait, quel que soit le type de licence, d'abonnement, d'extension que vous avez à Luminar, tout le monde à l'abonnement, sinon vous n'aurez pas les dernières fonctions, et notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et là aussi,
Je vous la fais courte, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu floués par cette stratégie-là, qui en fait revient à faire exactement ce que fait Adobe. Et je pense quand même que c'est un danger pour ces entreprises-là parce que finalement, s'ils doivent faire la même chose qu'Adobe, forcément en moins bien, autant aller sur Adobe, non? Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Ouais, on se rend compte aussi qu'il y a un vrai courant en ce moment du business de la récurrence en fait. On a de plus en plus dans tout un tas de domaines et encore plus dans les produits dématérialisés, les produits digitaux comme du logiciel, une volonté des marques en fait d'avoir des revenus récurrents qui passent du coup par de l'abonnement et non plus par de la licence. Donc effectivement, ça peut se discuter en tant que consommateur, mais en tout cas, on voit du côté business et côté développeur de logiciels, etc., qu'il y a cette vraie volonté d'aller là-dessus. Et je vous disais tout à l'heure que les Petapixel Awards, c'était l'application Blackmagic qui a été annoncée au mois de septembre, le logiciel de l'année. Jusqu'à maintenant, ça fait 2-3 ans que le logiciel que tout le monde utilise sur son iPhone pour filmer, c'est Filmic. Ils avaient fait l'objet, eux aussi, d'une keynote il y a 2 ou 3 ans. Sauf que Filmic, c'est fini. Ils ont licencié absolument tout le monde. Les 22 membres de l'équipe qui a conçu le logiciel Filmic ont été licenciés. C'était vraiment le logiciel qui était considéré comme la meilleure application de capture vidéo sur tous les smartphones au mois d'août. Je parle pas d'il y a 3 ans, au mois d'août. Aujourd'hui, ils ont licencié tout le monde, c'est terminé. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça a été et on peut, je vois que dans l'article en conclusion, ils en reparlent. Je veux dire, le coup de com' dont a bénéficié Blackmagic, cette application a été utilisée pour le tournage du behind the scene de la keynote, leur a donné une visibilité gigantesque en un temps record en fait. Bah ouais, parce que même Apple, même les équipes d'Apple utilisent cette application-là, donc c'est vrai que ça donne envie à un peu tout le monde. Bon, et puis la photo de la semaine, celle qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est la photo des vœux de fin d'année de la famille royale en Grande-Bretagne, et elle a fait beaucoup réagir pour plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a eu déjà des réactions sur le fait que la photo était peut-être un petit peu négligée. On voit notamment sur le fond, sur la partie basse en fait du fond, que effectivement, il y a des plis un petit peu partout. On se demande si c'est volontaire, si c'est pas volontaire. En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Mais ce qui a fait le plus réagir, et dans des proportions juste gigantesques, c'est en fait le petit prince qui s'appelle Louis, si je dis pas de bêtises, sur lequel il y a plusieurs questionnements. On se demande si c'est un Photoshop qui a été raté, est-ce qu'il a été mis là alors qu'il l'était pas à la base. Il y a plusieurs choses qui font se poser cette question. La première, comme il le dit, c'est le doigt manquant entre guillemets. On voit qu'il a le dos, en fait, les mains sur l'accoudoir de la chaise où se trouve sa sœur, et il a le positionnement de sa main fait que le doigt, on a l'impression qu'il lui manque un doigt en fait, ou que le doigt a été coupé. Et l'autre point, c'est aussi au niveau de ses jambes, où on a l'impression que d'un côté on voit le prolongement de la jambe de son papa derrière. On ne sait pas si lui il a un pantalon noir ou pas. On se pose la question aussi quand on regarde son frère à côté, parce qu'on peut se dire qu'ils sont peut-être habillés pareil, qui lui pour le coup a un pantalon, alors que là on voit qu'il a les jambes dénudées, donc il est en short. Donc voilà, ça aussi ça a fait beaucoup réagir. On voit aussi qu'il a les mêmes chaussures que sa sœur, donc il y a des en réaction, en commentaire, des gens qui se disent mais est-ce qu'ils n'ont pas modifié la position de sa sœur, ils ont interverti après coup, etc. Et donc tout ça pour dire que ça a fait beaucoup parler. Pour vous donner une idée, sur le compte du Instagram du prince William, en moyenne, généralement, les posts font à peu près entre 80 et 100 000 likes et à peu près 1 millier de commentaires. Et ben là, c'est 2,8 millions de likes sur la photo et 25 000 commentaires, là où habituellement, ils en font à peu près tout juste 1 millier. Est-ce que c'est volontaire ? Voilà, il y a plein de questions qui sortent de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Damien ? Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que je suis en train de regarder The Crown, là. Il y a les derniers épisodes qui sont sortis sur Netflix, là. Et un des mojos de la famille royale, c'est de jamais répondre, jamais ne se plaindre et compagnie. Et c'est exactement ce qui a été appliqué et demandé aux photographes aussi, puisqu'évidemment, le photographe, il a eu beaucoup de demandes d'interview et il a interdiction de répondre ni de réagir à ça. Donc, on n'aura pas le fin mot de l'histoire ou ce qui s'est passé. Allez, sans transition vers un sujet qui est polémique, qui a fait pas mal parler. Évidemment, le timing est choisi puisque c'est un article qui a été publié pendant le Festival international de Montée-en-Der. C'est sur un média écologique, Reporter. En l'occurrence, il est titré « Photographie animalière, la triche planquée derrière le cliché parfait ».
animaux mis en scène, carcasses pour les attirer. De nombreux photographes animaliers trichent pour faire la photo parfaite, dont certains lauréats de Grand Prix. En l'occurrence, l'histoire, elle commence quand quelqu'un qui s'appelle Pierre Girard écrit aux médias. Il est parti étudier les ursidés en Carélie du Nord. C'est une contrée reculée de la Finlande et il est naturaliste en herbe. Et en l'occurrence, il a aperçu un pan entier des coulisses de la photographie animalière, des grands noms du métier triche, et j'en ai la preuve. Il décrit un système bien rodé de cabanes, des affûts qui sont loués par des célèbres photographes en lisière d'une forêt boréale. Un employé débarque en motoneige avec 2 cadavres de cochons dans la remorque. Il les accroche à un arbre pour empêcher les prédateurs de s'en aller avec. Du saumon et des croquettes pour chiens sont enfouis tout autour pour inciter les gloutons, les ours et les loups à gratter la terre. Et ce, bien entendu, dans l'axe parfait des objectifs. Donc on parle vraiment là pour le coup d'appât et de mise en scène. C'est une pratique a priori qui est méconnue du public, même si je vous avoue que pour moi ça me paraît entre guillemets banal. Et justement, pendant le festival, à l'honneur cette année, il y avait Olivier Larrey qui signe l'affiche de la 26e édition. Il est parrain du rendez-vous. Il a déjà remporté le Grand Prix du concours en 2021 et son chef-d'œuvre, immortaliser la fuite d'un glouton poursuivi par un corbeau au beau milieu d'une tempête. Donc un ballet qui est insolite et qui a été observé à l'endroit même décrit par Pierre Girard, donc probablement dans les conditions qu'on a vues. Et il dit, faire un cliché correct de cet animal, ça prend au moins 10 ans. Sans artifice, estime Neil Villard, photographe suisse, ça devrait être la quête d'une vie, pas de 3 jours. Et c'est là où est tout le débat. Un mec m'a filé un sac de croquettes et m'a laissé me démerder. À peine celle-ci répandue, un plantigrade pointait déjà le bout de son museau, attiré par la nourriture. Et là, ça a été un choc. Je me suis dit, merde, t'as vendu ton âme au diable. J'étais écœuré. Je venais de perdre tout le sens de mon travail. Et là, on a des récits, en fait, qui se multiplient, avec vraiment 2 visions probablement de la photographie qui s'opposent. Et là, clairement, on a 2 visions de la photo complètement opposées et on voit 2 camps aussi. D'un côté, probablement tout ce qui est bien-être animal, écologiste et les naturalistes, et de l'autre côté, les photographes qui veulent juste faire la meilleure photo possible, quelles que soient les conditions. Et chacun, c'est vrai que l'éthique est variable, chacun met un peu son niveau d'éthique, où est-ce qu'il l'entend. En tout cas, c'est une pratique qui est suffisamment répandue pour, on vient de le voir, que ça concerne quelqu'un qui est mis à l'honneur au festival de Montier-en-Der, mais c'est pas le seul. On a quelqu'un qui est primé 11 fois au prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year dont on a parlé il y a pas très longtemps, un Suédois qui recourt aux mêmes pratiques. Forcément, il a gagné 11 fois le prix. Donc c'est clair que ça a des impacts, puisque là où au lieu de mettre 10 ans à faire une photo, vous pouvez la faire en 3 jours, vous pouvez en faire une comme ça tous les ans et forcément gagner plus de prix. Voilà, ils font une liste des gens qui font ce genre de pratique-là. Et c'est un secret de Polichinelle et évidemment, ils ont été interrogés, tous ceux qui font les festivals de photographie animalière, pour savoir si finalement c'était quelque chose qui devait être répréhensible et finalement est-ce que ces gens-là doivent être exclus de tous les concours ou est-ce que finalement c'est OK pour les gens qui font les concours. Et la réponse, elle est, nous ne sommes pas les renseignements généraux. Et puis, quelle différence y a-t-il avec quelqu'un qui mettrait un nichoir au pas de sa porte pour photographier des chardonnays et quelqu'un qui va à l'autre bout du monde dans un affût, dans des conditions où on va appâter l'animal pour faire une image? Le mot d'ordre est clair pour le directeur du festival de Montier-en-Der. Une image est belle, point. Il n'y a pas à polémiquer. Et là, on peut vraiment partir dans un débat qui est infini. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Douglas. C'est effectivement un débat infini. Il y a les deux parties. Comme tu le dis très bien, pour moi, il y en a pas un qui a tort, il y en a pas qui a raison. Après, je pense que c'est peut-être pas. En fait, c'est un secret de Polichinelle. Je pense que les gens et les photographes animaliers le savent quand ils voient effectivement certaines photos en Finlande. Moi, j'en discutais avec plusieurs photographes animaliers à qui j'ai demandé un petit peu leur avis sur la question en leur partageant l'article. Et ils me disent, en fait, il y a pas de polémique à avoir. On le sait, c'est pas caché. On sait où sont les affûts. Mais le problème qu'il y a du coup, c'est que il y a des réponses qui disent, d'accord, mais si on part de ce postulat-là et de ce principe, en fait, ces images-là, on les a plus. Et derrière, la question qui peut se poser, c'est une belle image. Est-ce qu'à un moment donné, elle est pas là aussi pour procurer une émotion, pour donner un sentiment? Et c'est ça qui prime peut-être, sachant que moi je comprends aussi
l'autre partie avec le bien-être animal et l'impression peut-être d'être floué et de qu'on ne dit pas la vérité. Il y a la marque Tamron qui est citée quand même dans cet article parce que Tamron, ils ont fait une charte de la photo animalière dans laquelle ils ont dit qu'il est conçu comme une ligne de conduite soucieuse du bien-être animal. Ce texte invite à ne pas nourrir ou appâter les animaux et il avait été relayé à l'époque par le festival. Bah là pour le coup, ce côté commercial et communication, là pour le coup, moi j'ai mon avis. Est-ce que ça veut dire quoi? Ils font cette charte. D'ailleurs, derrière, quoi, ils empêchent les photographes qui achètent des objectifs Tamron de avoir recours à ces pratiques. C'est quoi l'objectif derrière? À part peut-être faire parler et essayer peut-être de se donner bonne conscience en prenant parti pour j'ai envie de dire, un postulat peut-être plus éthique. On appellerait ça de la récupération politique, tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, il y a une autre partie de l'article qui est intéressant parce que il y a forcément des limites et je pense qu'on les met juste pas toutes au même endroit. En l'occurrence, il rappelle dans cet article-là que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, un photographe animalier qui veut pouvoir être connu et qui veut pouvoir notamment jouer le jeu des algorithmes, il peut pas publier une photo tous les 10 ans. Il est obligé de publier quotidiennement du contenu et il est obligé de faire finalement comme les autres. Donc à un moment donné, si la plupart des photographes animaliers font ce genre de choses-là pour avoir une quantité de photos assez importante, on est aujourd'hui dans un mode de consommation qui pousse vers une productivité acerbée, quitte à recourir à des pratiques aux antipodes de ce que devrait être le métier de photographe animalier. C'est une citation, c'est pas moi qui le dis. Et la limite, elle existe quand même, puisque on rappelle un cas où il y a quelqu'un en 2017, un Brésilien, qui avait gagné le photographe de Wildlife Photographer of the Year, dans lequel on voyait un fourmilier qui était en train de manger dans une termitière luminescence. La photo était absolument dingue. Le problème, c'est que après qu'il ait gagné son prix, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé mais par quel miracle il pouvait faire une photo comme ça qui demande une exposition longue. Et en fait, ils ont fini par trouver le fourmilier, il était mort. Et en fait, c'était un fourmilier empaillé. Et là, son prix lui a été retiré. Parce qu'en gros, il était en train de photographier un animal alors on ne sait pas s'il l'avait tué ou s'il l'avait récupéré un animal mort. Mais le fait est que c'est encore un autre niveau de triche, puisque là, on photographie des animaux qui sont morts. Il y a le cas aussi en macro, hein. Moi, je me souviens que ça m'arrive que des marques, quand je teste des objectifs macro, me disent « Surtout, Damien, tu prends pas des animaux congelés ». La première fois qu'une marque me l'a dit, j'ai été super étonné, je savais même pas de quoi il me parlait en fait. Et apparemment, pour faire de la photographie macro, il y en a plein qui congèlent les insectes et en fait, on a l'impression qu'ensuite, ils font une espèce de mise en scène. Donc juste pour dire que cette pratique-là, elle a l'air quand même très très répandue et je pense que chacun va mettre son curseur où il veut. Et moi, juste pour parler de mon expérience personnelle, c'est vrai que ce combat contre les naturalistes, moi, c'est vrai que je le vis aussi. À mon petit niveau, je sais que mon ami Olivier Roch a exactement le même problème. Quand on fait les guêpiers, en fait, il est de coutume, pour qu'on puisse faire des belles photos de guêpiers, d'installer des perchoirs juste avant qu'ils arrivent. Et un perchoir, c'est juste une branche qu'on met à l'endroit qui nous arrange, qui est tenue par un caillou, et en fait, que l'oiseau va utiliser ensuite pour venir pêcher et pour venir consommer ce qu'il a pêché. Et nous, on met notre affût évidemment à proximité du perchoir et ça nous permet de faire des jolies photos. Le problème, c'est que les naturalistes n'aiment pas qu'on installe des perchoirs parce qu'on trouve que quelque part on impacte le comportement de l'oiseau et ils enlèvent les perchoirs. Et pendant toute la saison du guêpier, il y a cette bataille des naturalistes vs les photographes. Et moi, j'ai pas l'impression de faire grand chose de mal en installant une branche. En tout cas, l'article dénonce ces pratiques-là. Et du coup, ça me permet de faire une petite transition avec un concours photo qui est le Dog Photography Awards qui prime les meilleures photographies canines de l'année 2023. Alors, je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas les voir, donc on va aller très très vite. Mais ce que je voulais juste te dire, c'est que toutes ces photos-là qu'on voit avec des chiens, il n'y en a pas une seule qui est naturelle. Évidemment, tout est mis en scène. Il y en a une là qui a gagné le portrait et le paysage parce qu'en fait on est ton sur ton avec un chien qui est devant, qui est en espèce d'équilibre, qui tient une posture devant des stères de bois. Évidemment, tout ça c'est fabriqué. Évidemment, les chiens sont conditionnés. Évidemment, ils sont récompensés. Donc ça fait le lien avec tout ce que je vous disais avant. Évidemment, si on enlève tout ce qui est un peu planifié et tout ce qui est organisé, il va pas rester grand-chose effectivement. On va revenir sur des trucs beaucoup plus terre à terre.
Gouvernement et le Black Friday, Douglas. On va parler gouvernement et sobriété énergétique. Pour remettre un petit peu le contexte, on a l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a lancé une campagne publicitaire où elle prône et elle met en scène en fait des dévendeurs, donc des gens qui sont là pour plutôt inciter les consommateurs à ne plus acheter du neuf au profit des produits recyclés ou de seconde main, et qui arrive dans un timing qui est pas forcément génial, parce que c'est entre le Black Friday et la période de fin d'année. C'est il y a eu une polémique en fait qui a même un petit peu divisé au sein du gouvernement, où on a le ministre de l'écologie, qui est Christophe Béchu, qui assume parfaitement le message porté par la campagne et refusé de la retirer suite à la qualification de maladroite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, en parlant justement de cette campagne-là. Là-dedans, il y a un message qui est forcément intéressant, qui est celui d'inciter les gens à revendre leur matériel inutilisé, à acheter plutôt des produits recyclés, des produits d'occasion. C'est nous des valeurs qu'on prône énormément par l'intermédiaire aussi de Baki PLN. On incite les gens qui n'utilisent pas leur matériel photo à le revendre et ne pas le laisser, j'ai envie de dire, mourir dans des placards. Néanmoins, ce qui peut être quand même tout à fait discutable, c'est le timing. Et en fait, là, tout est question de timing, parce que ça arrive à un moment où les consommateurs ont besoin, et c'est des périodes stratégiques pour eux en termes de business, d'avoir une activité assez intense. Et voilà, le message et le timing n'étaient pas forcément terribles. Ouais, en fait, c'est un peu maladroit, parce que c'est vrai que même les gens qui font le métier de vendeur se sont sentis un peu moqués, les gens qui ont des boutiques physiques se sont sentis un peu discrédités, et à l'inverse, ça fait un peu la promotion indirecte du commerce dématérialisé et donc d'Amazon. Donc c'est vrai que c'est un peu maladroit. Après, voilà, ils essayent de faire des choses. Bon, on change de sujet. J'avais prévu un article avec des idées de cadeaux pour les photographes, mais depuis, j'ai vu que Maxime et Benjamin ont fait 2 super vidéos, donc on va passer très très vite. Je vais juste retenir la machine à fumer Ulanzi. Enfin, moi, j'ai l'originale qui avait été faite par Smoke Genie ou je sais pas quoi, qui est excellente. Ils ont recopié tout comme ils savent parfaitement le faire, hein. C'est une photocopieuse Ulanzi presque. Là, pour 139 €, c'est vrai que franchement, je suis étonné de la quantité de fumée, de tout ce que vous pouvez faire avec. Ça donne vraiment un look particulier aux photos. Après, je sais pas si ça parle qu'à moi, hein, mais j'aime bien le côté Lego. Et c'est vrai que j'ai noté 2 Lego pour les photographes. Il y en a un pour les vidéastes. Donc, c'est un Lego Disney, mais j'aime bien la pellicule qui sort et j'aime bien l'éclairage. Enfin, il y a une espèce de molette qui fait tourner le film, qui est plutôt cool. Et il y a un autre Lego qui va sortir en début d'année, qui est l'appareil photo rétro. C'est pareil, dans lequel on a la pellicule, on peut charger la pellicule. Donc si c'est des petites choses qui vous plaisent, je sais que les Lego, il y avait les Lego Star Wars, Lego machin, et là ils ont fait une petite catégorie pour les photographes et pour les vidéastes. Après, là, les imprimantes, je vous ai fait une vidéo sur les imprimantes et j'avais pas prévu que la CP 1500, qui est pas vraiment une imprimante de poche, mais qui est une imprimante extrêmement compacte et facile d'utilisation, qui fait des photos en 10x15, elle a vraiment été plébiscitée comme c'était pas possible dans les commentaires. Donc probablement que je vous en ferai une vidéo dédiée à la rentrée. Mais ça aussi, je pense que c'est une bonne idée pour quelqu'un qui aime les photos. Et on enchaîne du coup dans la rubrique où je réponds à vos commentaires. J'ai sélectionné quelques commentaires un peu piquants, parce que vous savez que j'aime bien finalement les trucs qui piquent un peu. La première, c'est Damien, un test de GFX, ça serait une belle vidéo pour 2024. Et évidemment, sous ma vidéo, les avantages et les inconvénients des Fujifilm, vous avez été des dizaines à dire exactement la même chose. Oui, je désespère pas effectivement d'avoir le temps à un moment donné en 2024 de faire ça. Il y a quand même une équation qui est pas facile, hein, que vous devez comprendre. C'est-à-dire que les GFX aujourd'hui, ça fait partie des boîtiers les plus chers qu'il y a sur le marché, les objectifs les plus chers qu'il y a sur le marché et pour lequel il y a une audience, une des plus petites du marché. Donc c'est vrai qu'il y a une équation même en termes de vues, hein, par rapport au temps investi, qui est pas facile, mais je pense qu'effectivement ça serait un sujet qui est intéressant à traiter. Et un commentaire qui est assez représentatif de dizaines d'autres qu'il y avait sous la vidéo qui retrace l'histoire du matériel photo et vidéo. C'est assez marrant de citer l'iPhone comme un appareil photo qui a marqué l'histoire, sachant que à l'époque, en fait, il y avait déjà beaucoup mieux et que par exemple, un Nokia N95, un an plus tôt, proposait de la vidéo, un capteur 5 millions de pixels, un autofocus, une connectivité 3G. Et en fait, j'ai répondu que ce qui est marrant, c'est de remarquer à quel point c'est pas toujours le premier qui a réellement fait l'innovation qui marque l'histoire. C'est en fait finalement le premier à faire connaître au public
cette innovation-là et a rencontré un succès sur le marché. Et c'est vrai que quand on retrace l'histoire du matériel photo, individuellement, quasiment tout est faux parce qu'il y a toujours un exemple de quelqu'un qui finalement l'avait fait 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt, mais en fait avec quelque chose qui était relativement confidentiel et qui n'a pas du tout marqué l'histoire puisque finalement c'est la fin de Nokia et ils se sont arrêtés parce que tout le monde a choisi l'iPhone et probablement pour plein de bonnes raisons. Donc effectivement, pour moi, le matériel qui a marqué l'histoire, oui, effectivement, si on va dans le détail, c'est pas exactement le premier qui a fait ça, mais enfin, c'est le premier quand même qui l'a fait démocratiser et qui a marqué l'histoire auprès du grand public. Ouais, c'est marrant ça parce que on se rend compte en termes d'évolution technologique et de produits tech, c'est qu'il faut pas toujours. Parfois, c'est trop tôt pour une technologie. Parfois, c'est trop tôt d'arriver avec une nouveauté. Et après, un autre concurrent qui peut s'en inspirer mais qui l'améliore, c'est peut-être lui qui va marquer l'histoire plus que celui qui a pourtant inventé la technologie. Et justement, à propos de cette vidéo-là, je vous avais fait choisir le titre. Je vous avais demandé votre avis, j'avais fait un sondage. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui ont commenté que j'avais pas repris le titre qui avait eu le plus de voix. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de faire un sondage pour ne pas choisir le titre voté largement en majorité? Ça s'appelle un 49-3 dans le milieu. Et vous l'avez peut-être pas vu effectivement, mais les premières heures, j'ai utilisé le titre qui avait été choisi dans le sondage. Et en fait, nous, on a les statistiques en fait. Donc, on peut mesurer quand une vidéo sort, si les gens cliquent dessus. Et généralement, c'est plutôt la miniature et le titre qui décident un peu du taux de clics dessus et qui font l'intérêt des gens pour le sujet. Et effectivement, comme les résultats étaient catastrophiques, j'ai changé le titre effectivement. Et c'est là où on comprend que les titres parfois qui incitent le clic, ce qu'on appelle putaclic entre guillemets, c'est pas top. Quand on fait un sondage, c'est jamais ces titres-là qui vont changer. N'empêche que quand on les utilise et qu'on compare le taux de clic sur l'un et le taux de clic sur l'autre, et qu'ensuite il y a l'algorithme qui s'en mêle, parce que l'algorithme, lui, il décide en fonction de ça, est-ce que cette vidéo, elle doit être mise en avant ou est-ce que cette vidéo, elle doit être enterrée? C'est vrai que c'est moins facile et je suis revenu à un titre qui me semblait meilleur et dont les statistiques, effectivement, notamment en taux de clic, étaient meilleures. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que en tant que viewer, tous autant qu'on est de YouTube, on sera toujours les premiers à dire ah ouais, on en a marre d'avoir des titres hyper aguicheurs et qu'au final, on est un peu entre guillemets déçus à la fin. Ah, la vérité, c'est qu'on l'assume pas en fait. Et même moi, en tant que viewer, tu vois. T'assumes pas, tu dis ouais non, il faut être plus sérieux, il faut arrêter de faire ça et on clique sur ça parce que c'est le titre et la miniature qui nous a intrigués et qui a déclenché un truc peut-être qu'il y a un intérêt. Donc voilà. Et on enchaîne sur les coups de cœur de la semaine, Douglas. Ouais, moi mon coup de cœur, il vient d'une chaîne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle Process X, qui est une chaîne en fait qui a l'habitude de reprendre tous les procédés de fabrication, d'industrialisation de produits. Et là, ils ont fait, il y a une vidéo qui est sortie il y a 1 mois sur le processus de fabrication d'un objectif d'appareil photo, ce qu'ils appellent la meilleure usine d'équipement optique. Alors, il s'avère que on reconnaît rapidement que c'est une usine Sigma, et on voit dans une vidéo qui dure 25 minutes comment sont fabriquées les optiques Sigma. C'est assez impressionnant. C'est là où on se rend compte vraiment que derrière tous ces produits qu'on utilise tous au quotidien, il y a un processus bien déterminé. C'est quasiment tout fait à la main. C'est des petites mains qui vont emballer, qui vont assembler les pièces, etc. C'est de l'orfèvrerie, vraiment. C'est assez impressionnant de voir le travail humain qu'il y a derrière. Et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé cette vidéo assez incroyable et je vous invite à aller la regarder. Ouais, un manque de commentaires, c'est pas la vidéo la plus fun à regarder du YouTube, mais moi, c'est la première fois que je peux suivre la construction d'un objectif de la première lentille à la dernière lentille quand il vérifie sur la mire si l'objectif, il est bon. Donc, c'est vraiment une vidéo, si vous vous intéressez un peu à comment c'est fait nos objectifs et pourquoi ça coûte cher, qui je trouve est assez parlante. Moi, en coup de cœur, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle le Dessous des images, qui est issue apparemment d'une émission qui passe sur Arte. Et je trouve la chaîne absolument dingue. 60 000 abonnés et à chaque fois, en fait, c'est sur un format 10 minutes.
on décrypte une image. Donc, en l'occurrence, la photo judiciaire de Trump, comment elle a été faite, avec quels éléments. Mais ça va sur des trucs beaucoup plus légers. Par exemple, la jaquette qui vaut de l'or sur FIFA, comment elle est faite. Comment sont faites les miniatures, par exemple, d'Inoxtag. Moi, c'est vrai que c'est une chaîne que j'ai binge-watchée parce que j'ai trouvé que c'est génial de voir un peu les dessous et de décrypter comment est faite une image, quelle implication elle a, pourquoi sont faits tel ou tel choix. Donc, voilà. Je vous mets le lien de tout ça, évidemment, en description. Et on attaque avec un peu nos actus à nous de la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et on va commencer avec Canon, qui, ça y est, la commercialisation des 3 derniers objectifs. Donc, il y a le 10-20 f4, le 200-800 et le 24-105 f4 commence. Et le 10-18 aussi, qui arrive là. On est reparti malheureusement pour un tour. On est reparti peut-être pour un tour. Alors, sur le 200-800 qui a connu un succès phénoménal, qui dépasse très largement les attentes. Et là, je parle après avoir discuté un petit peu avec les représentants de Canon, qui dépasse très largement ce que Canon avait objectivé, on va dire, sur ce produit-là. Et donc, ça va impliquer des délais de livraison, comme on a pu le connaître. Je vais faire un parallèle avec le R7, comme on a pu le connaître sur le Canon R7, où il va falloir malheureusement, je pense, s'armer un petit peu de patience pour les recevoir. On va les recevoir au compte-gouttes pendant plusieurs mois, en espérant un retour à la normale, peut-être avant la fin du premier semestre 2024. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu avant, d'une part, de recevoir et d'honorer toutes les gens qui l'ont précommandé, et ça a connu un gros succès, et du coup encore plus de pouvoir le trouver disponible en magasin facilement pour ceux qui n'auraient pas précommandé le produit. De toute façon, on le voit sur le site de Canon FR, on le voyait déjà, ça fait un mois. Ils donnaient des expéditions entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc déjà 6 mois de délai. Donc je pense que c'était quand même un premier signe. Allez, moi de mon côté, cette semaine, j'ai testé la première nouveauté de 2024. Donc ça y est, on parle des nouveautés. Je peux, ça y est, ouvrir les fichiers RAW du Sony A9 III. Et donc il y a un A9 III qui vient, là, qui arrive dans pas longtemps, sur lequel je suis en train d'organiser un peu ce que je dois tester. N'hésitez pas, si vous avez des idées de tests, de choses que je dois vérifier, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et donc je vous disais, la prochaine vidéo, c'est un peu les awards de Damien Bernal, entre guillemets. Donc je vous partage mes coups de cœur et mes déceptions de l'année 2023. C'est une vidéo qui est pas évidente à faire finalement, parce que il faut assumer soit finalement d'utiliser comme déception de l'année des petits constructeurs où on risque pas grand chose et compagnie, soit finalement mettre des constructeurs qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille, qui sont importants, mais qui à un moment donné ont sorti quelque chose qui nous ont un peu moins plu. Donc c'est une vidéo qui est plus politique finalement que au début à quoi je m'attendais. Mais vous verrez, j'ai mis quand même les pieds dans le plat parce que j'aime bien piquer un peu de temps en temps. Ce qui conclut cet épisode 5 de 50% Matos. Merci Douglas. Merci Damien. Et on se retrouve en 2024 donc pour l'épisode 6. Salut. Belle fin d'année à tous. Salut.